Bonjour, bienvenue, très heureuse de vous retrouver dans votre émission internationale. Aujourd'hui, avec notre invité, nous allons voyager entre les Caraïbes, les îles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, jusqu'à la Guyane. Nous irons dans l'océan Indien et Mayotte, jusqu'au Pacifique et à la Nouvelle-Calédonie, avant de revenir à Paris. Notre invitée est la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, une femme qui se revendique du terrain, qui ne fuit pas les caméras, voire s'en amuse, et qui affirme son franc-parler. Pas de chichi quand elle se déplace, elle s'adapte aux coutumes locales, danse, fait de la musique et bouscule jusqu'aux ambassadeurs. Regardez, écoutez, c'est notre rubrique instantanée. Je suis arrivée hier soir et avoir presque fini maintenant. Vous n'avez pas chômé, comme on dit. Comme mon mari, il est pompier. Ah oui, il était parti faire son boulot aussi. Alors j'étais seule à la maison. Alors, Madame la Ministre, que pensez-vous de ce repas matinal? Ma foi, ça passe très très bien. Alors c'est dommage que j'ai déjeuné il y a quelques demi-heures, une demi-heure à peu près, mais tout me plaît. Vous l'enlevez, monsieur l'ambassadeur, que vous allez faire avec nous. Bonjour Annick Girardin. Bonjour. Alors, ce que l'on vient d'entendre, ce que l'on vient de voir, c'est vraiment vous ou c'est ce qu'on peut appeler une communication bien huilée? Non, c'est vraiment moi. Et si on regarde un petit peu tout mon parcours, on voit que j'ai toujours été comme ça, très proche des gens sur le terrain, et en même temps cette volonté de toujours regarder les choses globalement pour ne pas être toujours dans la passion, mais bien dans le règlement des difficultés ou dans l'apport de nouvelles solutions. Et je l'ai fait quand j'étais secrétaire d'État au développement et à la francophonie il y a maintenant quelques années, où je le fais de la même manière dans les territoires d'outre-mer. Vous ne jouez pas trop des caméras? Non, pas du tout. Je crois vraiment que elles sont avec moi et c'est un élément pour moi normal de communication et de transparence. C'est pour moi ce qu'il y a d'essentiel dans ce que je fais, c'est la transparence, que chacun sache ce que je fais, qu'est-ce qu'on va réussir à faire tous ensemble ou pas et comment je le fais. Alors avant de poursuivre cet entretien, je vous propose tout de suite ce focus. Il a été réalisé par Anaïs Renevier et Séverine André. Début septembre, sur l'île de Saint-Martin, dévastée par l'ouragan Irma, vous voici, Annick Girardin, en tenue commando. Le vent et la mer viennent à peine de se calmer et vous êtes sur le terrain. Mais voir, c'est toujours encore plus choquant que ce qu'on a pu vous raconter. Des images de vous sur le terrain, il n'en manque pas, et à tout âge. Les premières dans les brumes de l'archipel où vous avez grandi, Saint-Pierre et Miquelon. Un père pêcheur, reconverti boulanger, une mère au foyer. Vous êtes animatrice culturelle. La journée du 31 mai restera gravée dans l'esprit des gens et même dans le cœur. C'est dans cette circonscription la plus petite de France que vous voyez les choses en grand. Vous voilà conseillère territoriale à 36 ans, sous l'étiquette du Parti radical de gauche. Et après plusieurs échecs électoraux, députée en 2007. Annick Girardin. Des premiers pas en politique sans être passé par les grandes écoles. Seriez-vous fière de n'avoir fait ni Sciences Po ni l'ENA? D'ailleurs, pas de Madame la Ministre pour vous. Annick? Oui. Comment on doit vous appeler maintenant? On m'appelle Annick. La cour de Matignon, vous avez eu l'habitude de la traverser sous la présidence de François Hollande, 2 fois ministre, au développement et à la francophonie, puis à la fonction publique. Aujourd'hui, votre nouveau patron, c'est Édouard Philippe. Vous lui dites non en mai, quand il vous propose le poste de ministre des Outre-mer. Il faudra que le président Emmanuel Macron décroche lui-même son téléphone pour vous convaincre. Cela fait 5 mois que vous êtes en marche. La semaine dernière, vous avez randonné plusieurs heures à La Réunion pour rencontrer les habitants d'un village isolé. Toujours avec le même style et jamais loin des caméras. Dans votre famille, tout le monde semble avoir apprivoisé leur objectif. Votre fille, votre compagnon, votre mère témoignent de votre parcours, de votre engagement, de vos valeurs, de gauche. Annick Girardin, RFI et le journal Le Monde sont partenaires de cette émission. Sophie Malibaud de RFI et Philippe Ricard du Monde nous ont rejoints. Bonjour. Tout de suite, revenons sur la situation à Saint-Martin et Saint-Barthélemy après Irma. La dernière estimation concernant les destructions est de 3,5 milliards d'euros. Vous confirmez ce chiffre?
C'est 20 000 destructions en termes de bâtiments, moins que ce que l'on pensait au vu de la violence des éléments et de ce phénomène énorme, puisque 380 km/h, c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu. Et on voit bien d'ailleurs que même le classement par échelle que nous faisons de ces phénomènes climatiques devra peut-être évoluer. Alors comment vit-on aujourd'hui dans ces îles? Il y a de l'électricité, il y a de l'eau, les personnes sont à l'abri. Et puis surtout, comment ça se passe pour ceux qui avaient un travail? Parce que les entreprises ont été beaucoup endommagées. Tout à fait. Alors on est dans la phase reconstruction, même si... Sur la question de l'eau, on est encore dans l'urgence. Pourquoi? Parce que 63% seulement des foyers sont aujourd'hui en l'eau potable aujourd'hui au robinet. Pourquoi? Parce que le réseau a été complètement détruit. On peut fournir, mais le réseau est détruit. L'électricité est là, les communications sont là. 50% des écoles ont repris à Saint-Martin, 100% à Saint-Barthélemy. La rentrée scolaire se fera après les vacances de la Toussaint. D'ailleurs, avec le Premier ministre, nous nous y rendons juste la veille, de la reprise des écoles. Il y a la reprise petit à petit de l'activité économique. D'abord parce qu'il faut reconstruire et que la reconstruction va créer aussi de l'activité, notamment nous pensons au BTP qui va reprendre. Mais toutes les personnes qui n'ont plus de travail. Alors il y a toutes les personnes qui n'ont plus de travail. Il y a les entreprises qui des risques forts de dépôt de bilan et un taux de chômage qui va largement augmenter. Donc nous sommes à leur côté, d'abord avec effectivement aux côtés des salariés, avec le chômage partiel notamment, mais aussi aux côtés des entreprises, avec des aides qui vont de 1 000 euros à 10 000 euros selon les conditions. Annick Girardin, je voudrais vous interroger sur quelque chose qui est peut-être plus profond, au-delà de l'urgence. Parce que ce qui a choqué au moment de la catastrophe, c'est quand on s'est aperçu qu'il y avait cette énorme différence sur cette île franco-néerlandaise entre la partie française de l'île, qui avait l'air beaucoup plus vulnérable finalement que la partie néerlandaise. Comment est-ce qu'on explique ça et comment est-ce qu'on peut y remédier éventuellement à l'occasion de la reconstruction? Alors, beaucoup de fragilité existait avant le passage du cyclone. Bien sûr. Fragilité économique, fragilité sociale, différenciation avec les deux côtés, effectivement, de cette île, le côté hollandais et le côté français. Et malgré tout, moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a un côté qui a été plus frappé que l'autre. Les côtés ont été plus frappés. Il y a d'un côté où on a mis l'accent immédiat sur la sécurité et de l'autre, immédiat auprès des populations pour intervenir. Et c'est la façon française de faire, c'est-à-dire d'abord on sauve les vies, d'abord on accompagne les gens, et ensuite on regarde le reste. Et je crois vraiment qu'il n'y a pas de différenciation des dégâts des deux côtés, au contraire. Il y a pas un côté qui est plus fragile, et quand même économiquement, que l'autre. Il y a un système français qui est beaucoup plus social et qui provoque la venue du côté néerlandais, du côté français, d'un certain nombre d'immigrés illégaux que nous devons effectivement gérer. C'est là le véritable point sur lequel nous faut travailler. Mais la reconstruction de ce territoire, de cette île, on parle des deux côtés, elle ne se fera que si les deux pays travaillent ensemble, si les deux territoires travaillent ensemble, et c'est ce qui est prévu dès lundi. C'est-à-dire, vous pouvez préciser, il y a des efforts conjoints entre les Pays-Bas et la France pour essayer de reconstruire les deux côtés. Effectivement, ça prendra combien de temps, cette reconstruction? Ça se présente comment? Alors, il y a la question de l'urgence, il y a la question de la reconstruction et de la relance de l'économie, puis il y a la question de la reconstruction physique des bâtiments et de leur positionnement. Et moi, je mets en garde tout le monde de vouloir répondre là avec une urgence. Il faut prendre le temps de repenser les territoires en matière d'urbanisme et de type de construction. Nous avons cette possibilité aujourd'hui de penser l'île autrement. Le développement durable, les conditions météorologiques aujourd'hui, les phénomènes exceptionnels que nous allons connaître nous obligent à répondre autrement et donc à prendre du temps. Vous pensez à quoi ça en matière, par exemple, de techniques de reconstruction, des choses submersibles, disons? De techniques de reconstruction, d'élévation d'un certain nombre de bâtiments, d'espaces où on ne pourra plus reconstruire, je l'espère, tout en donnant effectivement la possibilité de relancer ce territoire économiquement. On a construit un peu trop n'importe comment, en fait, là-bas. C'est ce qui explique aussi la l'ampleur des dégâts. Ce ne serait pas qu'à Saint-Martin, si vous me permettez. Moi qui étais chargée pendant la COP21 de travailler avec tout le milieu insulaire, donc j'ai fait le monde entier sur des îles et j'ai vu combien effectivement l'urbanisation n'avait pas été pensée. Mais est-ce qu'on aura les moyens, Est-ce qu'on aura les moyens pour cette reconstruction différente? Est-ce qu'il y aura l'argent pour ça? Il y a un accompagnement, il y a un délégué interministériel. Nous avons une implication interministérielle. L'ensemble du gouvernement est mobilisé sur Saint-Martin. On voit bien que les entreprises françaises le sont. Vous savez, ça peut être une vitrine. Donc on peut mobiliser des grosses entreprises.
Mais on a entendu des gens très en colère qui disaient que, par exemple, pour l'électricité, puisque donc ça a été la grosse question, hein, toute l'électricité était à terre, pourquoi n'a-t-on pas enfoui plutôt l'alimentation électrique? Il y a des gens qui ont dénoncé ça. Rien n'avait été anticipé. Alors, c'est par rapport à ce genre de cataclysme. Vous savez, dans le cadre de la COP21, j'ai réalisé que pas grand-chose avait été anticipé par rapport aux événements qu'on allait connaître. Souvent, avec Nicolas Hulot, quand nous voyagions avec le président de la République sur ces questions de préparation de la COP21, on se rendait compte que le milieu insulaire allait être le plus frappé. Les pays les plus fragiles sont aujourd'hui les pays d'Afrique et le milieu insulaire. Et on n'a pas pensé cette transition. Oui, ça a un coût. Aujourd'hui, il va falloir le mettre parce qu'on sait aujourd'hui ce que ça coûte de reconstruire Saint-Martin. Donc on sait pertinemment que si on reconstruit comme c'était hier, ça va nous arriver encore. Et on aura effectivement là une vraie volonté, moi je l'ai, et le gouvernement là, de reconstruire autrement ce territoire. Et on le faut qu'on le fasse avec nos voisins, voilà. Parce qu'on ne peut pas le faire sans eux. C'est essentiel parce qu'on a l'impression que les Outre-mer, la France essaye de gérer, mais quelquefois elle a du mal à être un peu seule, alors que ces pays sont dans des environnements éloignés et très différents de l'Hexagone. L'Outre-mer doit se penser, chaque territoire d'Outre-mer doit se penser dans son bassin maritime. La France doit se penser monde, parce qu'elle est partout. Elle a à la fois cette responsabilité d'être partout et d'apporter des réponses et d'être leader dans un certain nombre de bassins maritimes pour porter le développement durable. La France a signé les 17 objectifs de développement durable à l'ONU. Nous devons aujourd'hui les porter. Et nous pouvons les porter à travers nos territoires d'outre-mer dans l'ensemble de ces bassins et faire de ces territoires d'outre-mer des territoires d'excellence qui permettront effectivement de dynamiser l'ensemble des bassins maritimes. Moi, j'y crois. Je suis venue pour ça. Alors, Annick Girardin, le président de la République, Emmanuel Macron, est allé sur place pour exprimer la solidarité de la nation. Et comme vous le rappeliez, le Premier ministre se rendra à Saint-Martin et Saint-Barthélemy à l'occasion de la réouverture des écoles après les vacances de la Toussaint. Mais aujourd'hui, Irma, ce sont aussi des milliers de personnes qui ont quitté ces îles. Hein. Un certain nombre sont rapatriés en métropole. Une partie d'entre elles se sentent oubliées. Regardez, écoutez, ce document, il a été tourné il y a une dizaine de jours. Dans les jours qui ont suivi Irma, 7 à 8 000 personnes ont choisi de quitter Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Certains ont échoué à Orly et un mois après, 200 personnes se trouvent dans des hôtels proches de l'aéroport avec le sentiment d'être oubliés et certains sont en colère. Mais comment rapatrier une masse de gens qui sont venus d'un ouragan historique pour venir en France et n'avoir rien comme aide? Logés et nourris, certains se sentent néanmoins isolés et démunis, des sinistrés qui ont le sentiment que le cauchemar continue. Annick Girardin, qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui ont le sentiment, qui ont tout perdu et qui ont le sentiment de ne pas être aidées? Alors que c'est toujours compliqué. Quand on a vécu ce type d'événements dramatiques, qu'il faut quitter un territoire, qu'on se retrouve pour certains en Guadeloupe, en Martinique, pour d'autres en métropole, c'est effectivement un parcours du combattant avec cette espèce d'angoisse que ça ne se terminera jamais. Je veux leur dire qu'on est quand même à leur côté. Qu'aujourd'hui, il y a 7 à 8 000 personnes qui ont quitté Saint-Martin, il y a 1 700 personnes qui ont été pris en charge dans le cadre des dispositifs d'accueil qui avaient été mis en place dans les Antilles et dans l'Hexagone, et que sur ces 1700, il y en a aujourd'hui effectivement 176 qui sont pris en compte et en charge et qui étaient dans ces hôtels et qui ont déménagé, et ils le sont cette fin de semaine, dans un château accueil et qui vont être pris en charge à la fois par des associations avec un accompagnement sur comment définir leur projet d'avenir. Qui veut rentrer à Saint-Martin? Certains veulent le faire. Et autrement, comment les réinstaller à travers les projets qu'ils auront. On va ouvrir des classes également. Ils attendent trop de l'État, selon vous? Non, c'est pas qu'ils attendent trop. Ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin d'être rassurés. L'hôtel, c'est jamais quelque chose de facile. On a des enfants, on a envie qu'ils soient scolarisés. C'est pour ça qu'on va ouvrir des classes dans ce château. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation sera sur place mardi, je crois, avec le ministre du Logement pour montrer combien ils sont aussi importants et qu'on les a pas oubliés, même s'ils sont sur le territoire national. Il y a 400 personnes aujourd'hui, parce que d'autres sont dans leur famille. Il y a 400 personnes aujourd'hui dans l'Hexagone qui recherchent un logement et un projet d'avenir. Si les sentiments sont à vif comme ça, Annick Girardin, est-ce que c'est pas aussi par rapport du fait de cette distance qu'il y a entre la métropole et ces territoires d'outre-mer plus généralement? Est-ce qu'il n'y a pas là un déficit à combler, quelque chose auquel il faudrait remédier peut-être dès la petite école? Parce que finalement, quels sont les élèves de l'Hexagone qui connaissent l'existence de ces territoires?
C'est une vraie question, elle est souvent posée. Les Outre-mer sont très mal connus. Ils sont mal connus parce que dans notre système éducatif, on n'a pas des passages sur la France monde, la France dans tous les bassins maritimes, la France qui a le deuxième domaine maritime grâce à ces territoires d'outre-mer. Quels sont ces territoires d'outre-mer? Quelles sont leurs histoires? Elles sont complètement différentes. Qui sont-ils? Quelles sont leurs exceptions? Quelles sont leurs particularités? Et ça, c'est quelque chose qui serait très riche d'ailleurs pour tout Français, de se penser au-delà des frontières de l'Hexagone et de se dire qu'on est partout et on a aussi cette responsabilité. Et vous allez entreprendre et ça, c'est quelque chose d'important. dans ce sens-là? Alors, c'est déjà quelque chose qui est mis en action parce qu'on en parle de plus en plus. Et d'ailleurs, dans les médias, on parle de plus en plus d'outre-mer. On en parle à chaque catastrophe. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, je ne veux pas que le ministère de l'Outre-mer soit le ministère des urgences. Il a trop été. Et je ne voudrais pas qu'on parle des territoires d'outre-mer que quand il y a des catastrophes. Urgence. Et pour ça, il faut faire des territoires d'excellence. Et pour ça, il faut montrer aux entreprises qu'elles ont leur place et qu'elles peuvent réaliser de vrais défis sur les territoires d'outre-mer et montrer les solutions aussi qui existent dans les territoires d'outre-mer. Parlons d'un autre territoire, la Guyane. Hein. Vous vous y êtes rendu il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un point après les accords qui avaient été signés en avril dernier. Il y avait eu un plan d'urgence pour cette région, après une grève générale qui avait beaucoup agité ces territoires, quelques semaines avant l'élection présidentielle. Il y a eu des revendications sécuritaires, sociales, économiques, mais il y a aussi, vous l'abordez, une question d'identité, d'autonomie pour ce territoire. Alors ce territoire, c'est le territoire de tous les défis. Par sa grandeur, par sa population, le fait d'avoir des peuples autochtones et premiers 250 000 habitants pour un territoire grand comme le Portugal. Tout à fait. Donc on voit bien l'ensemble des défis qui sont aujourd'hui ceux des élus de ce territoire et ceux du gouvernement qui est à leur côté. Les événements que l'on peut regretter en Guyane d'avril dernier ont montré cette grande détresse et la question à la fois de l'immigration, même si ce n'est pas lié, à la fois de la sécurité et du manque de développement économique, du manque d'écoles sur certains territoires, d'une problématique santé. Et c'est l'ensemble de ces problématiques qui ont été prises en compte dans le cadre de l'accord de Guyane. Et aujourd'hui, 100% des mesures, c'est ce que j'ai pu aller dire sur place et ça a été constaté, 100% des mesures qui ont été prévues dans cet accord sur les questions d'urgence ont aujourd'hui toutes les mesures ont été lancées. Certaines sont véritablement concrétisées, d'autres sont en cours. Maintenant que l'urgence, disons, est passée, après votre mission d'avril dernier, effectivement, ce plan qui est en cours, qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux, de plus structurel, de plus profond, disons, pour effectivement assurer le développement et éviter une nouvelle explosion? Il y a un plan d'urgence et ensuite il y a une demande de plusieurs milliards pour redynamiser le territoire. On a voulu d'abord chiffrer le coût de toutes ces mesures. Moi, je pense que l'important, c'est de dire que les projets qui doivent être réalisés sur ce territoire en termes de rééquilibrage, parce qu'on a Cayenne qui concentre toutes les difficultés et puis un territoire très très vaste qui nécessite une réurbanisation pour certains, des aménagements pour d'autres, des écoles qu'on retrouve sur les fleuves pour garder des pôles de vie avec de l'économie, avec du développement durable, avec des énergies renouvelables qui puissent se faire aussi avec nos partenaires et nos voisins. On voit bien que là, il y a un énorme défi, c'est nos plus grandes frontières terrestres. Et donc, tout à fait. Et donc, on a un travail énorme à faire. Ça mériterait les meilleurs experts français qu'on pense là la Guyane autrement et qu'on la pense. Ce ne sont pas les meilleurs experts français qui travaillent là-bas? Non, justement. On peut regretter souvent que ceux qui s'intéressent à l'outre-mer, ou qui ne s'intéressent pas d'ailleurs, ne sont pas suffisamment nombreux, ne sont pas suffisamment expérimentés. Pourquoi ils n'ont pas les meilleurs experts? Parce que je crois que les défis, et à la fois ces territoires d'excellence dont je parlais, n'ont pas encore été reconnus pour. On n'a pas encore réalisé cette richesse, cette source importante pour la France en matière de rayonnement dans l'ensemble des bassins maritimes. Alors Annick Girardin, si vous le voulez bien, nous allons marquer une courte pause et puis on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle escapade ultramarine. C'est Annick Girardin, la ministre de l'Outre-mer, qui est l'invitée aujourd'hui de notre émission internationale, avec Sophie Malibaud de RFI et Philippe Ricard du journal Le Monde. Direction maintenant l'océan Indien et Mayotte, autre département français. Vous y étiez tout début septembre, Annick Girardin. Écoutez ce document qui fait un point sur les tensions dans l'île. À l'échelle de l'île, c'est une mobilisation massive.
Ce jour-là, 5000 habitants de Mayotte protestent dans les rues de la capitale. Ils craignent aujourd'hui une arrivée importante de migrants sur leur terre, déjà asphyxiés. On est débordés dans les classes, au niveau de la santé, c'est pareil. Donc tout, même au niveau de l'environnement, du quotidien, ça devient infernal, on n'en peut plus. Voici Mayotte, une petite île de l'océan Indien, 101e département français. Un Eldorado pour ses voisines comoriennes. Alors certains tentent leur chance clandestinement. La traversée est dangereuse, mais on fait quoi? Aux Comores, il n'y a rien. À Mayotte, où 40% de la population est étrangère, les tensions intercommunautaires ont rarement été aussi fortes. Annick Girardin, à l'occasion de votre dernier voyage à Mayotte, vous avez déclaré que les chiffres de la santé étaient alarmants, avec un taux de mortalité infantile et maternelle 4 fois plus élevé qu'en métropole, la moitié des habitants à moins de 25 ans, et la population vit sous 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors, ce n'est pas tolérable, avez-vous déclaré, mais concrètement, comment résoudre cette question avec cet afflux de migrants comoriens? Vous avez vous-même brisé un tabou, particulièrement pour une femme de gauche, en parlant du droit du sol. On vous écoute. Mayotte, c'est... Je n'ai pas de tabou sur les questions de lutte contre l'immigration illégale. Et j'accepte même que nous puissions débattre de la question du droit du sol sur des territoires où nous sommes obligés de nous dire, malgré l'ensemble des efforts qui ont été faits, et je vais les lister parce que je ne peux pas dire qu'on a fermé les yeux ou que rien n'est fait, nous avons tenté déjà beaucoup. Il faut donc que nous puissions aller plus loin dans nos réflexions. Philippe. C'est-à-dire aller plus loin dans nos réflexions concernant le droit du sol. Le droit du sol, donc, c'est un peu la chose qui attire notamment les migrants, parce qu'en arrivant et en s'installant, petit à petit, ils deviennent naturellement français. C'est quelque chose que vous avez en tête, effectivement, de revenir sur ce droit du sol pour essayer de désamorcer l'attractivité, finalement, de Mayotte par rapport aux Comores. Très étonnant pour une femme de gauche, je le rappelle. Là, oui, on peut être femme de gauche et avoir du bon sens, on peut être femme de gauche et être sur le terrain et réaliser que quelquefois, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être modifiées, non pas au plan national, mais dans un temps court, sur un territoire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai été secrétaire d'État au développement et à la francophonie et j'ai été aux Comores. Et j'ai accompagné dans un certain nombre de projets des développements des Comores. Et je sais combien c'est difficile. Je suis aujourd'hui à Mayotte, en accompagnant effectivement les Mahoraises et les Mahorais, et on sait pertinemment que le problème numéro 1 de l'immigration illégale, c'est ce qui préoccupe le plus les Mahoraises et les Mahorais, et on doit apporter des réponses complémentaires. Le gouvernement, l'État a été aux côtés des Mahoraises et des Mahorais, on a répondu en termes de sécurité. Nous avons des hommes sur place, des moyens matériels qui vont encore utiliser les nouvelles technologies, avec des drones, avec des nouveaux navires rapides. On voit bien que les moyens et les outils, on les met. Mais que ça va plus loin. Quand on est aux Comores et quand on voit la situation des Comores, on comprend bien que si on y était, on prendrait la bouée ou le poisson pour traverser. Et donc, on voit bien que la problématique, elle doit se régler à la fois bien sûr avec tous les élus du territoire, mais aussi avec les Comores. On ne réglera pas cette difficulté si on ne travaille pas ensemble. Et moi, je regrette effectivement, même si peut-être les choses ont été mal amenées, qu'il y ait eu cette incompréhension, et aujourd'hui c'est suspendu, de cette feuille de route commune Comores-Mayotte. C'est compliqué la situation avec les Comores. Le président des Comores, lui, il refuse de parler d'immigration illégale, il parle de la libre circulation des personnes. Il faut savoir que les Comores continuent de revendiquer la souveraineté sur Mayotte. Tout à fait. Alors, il faut qu'on soit beaucoup plus ferme côté français. Il faut qu'on soit beaucoup plus ferme, côté français. Il faut que les politiques que l'on mène d'un côté en matière de développement et d'accompagnement des Comores ne viennent pas contrecarrer des politiques qu'on mettrait en place côté Mayotte. Il faut véritablement qu'on ait ce travail collectif, et c'est ce que nous mettons en place, entre les Affaires étrangères, le ministère des Outre-mer, avec les élus des territoires. On ne peut pas construire une réponse si on ne le fait pas ensemble. Et il n'y a pas de tabou dans les réponses ou dans les sujets que nous pouvons évoquer, parce qu'il ne faut pas en avoir. C'est-à-dire qu'il faut poser toutes les difficultés, il faut apporter des réponses à chaque difficulté. Et sur cette question du droit du sol, par exemple, vous imaginez faire une exception? C'est possible pour Mayotte? Ça risque pas de lancer un grand débat beaucoup plus
français qui toucherait à ce moment-là, et même qui diviserait la métropole aussi d'une certaine façon, non? Je ne sais pas quelle solution peut être apportée, mais je refuse qu'on dise qu'il y a des sujets qu'on ne va pas aborder. Parce que ce sont des territoires qui en souffrent tellement. On est au bord d'une explosion que si on n'apporte pas des réponses qui sont nécessitées sur le territoire, on pourrait effectivement ensuite se dire qu'on a fait une erreur. Et moi, je veux vraiment qu'on puisse anticiper et qu'on puisse parler de tout. On verra quelles seront les réponses qui seront apportées. Annick Girardin, on va partir pour un autre territoire. Il est beaucoup question en ce moment de référendum d'autodétermination avec la Catalogne qui est dans l'actualité, bien sûr. La France, elle a un rendez-vous en novembre 2018 avec celui qui va être organisé en Nouvelle-Calédonie. Alors, ces derniers jours, nous avons assisté à des échanges très vifs entre Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls, qui a été nommé à la présidence de la mission sur la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon a claqué la porte. Un commentaire ? Oui, moi je regrette ces polémiques. La Calédonie nécessite un climat apaisé pour se préparer à ce référendum. La Calédonie a besoin que l'ensemble de ses habitants se préparent à un destin commun, apaisé, qui les unit. Et il ne faudrait pas qu'au niveau national, on vienne mettre en péril ce qui se fait sur ce territoire depuis des années. La construction de la Calédonie de demain. Donc c'est regrettable, vous qualifiez ce... c'est totalement regrettable, tout à fait. C'est totalement regrettable et j'espère que ça a été qu'un épisode qu'on pourra maintenant laisser derrière nous pour travailler là aussi ensemble avec les élus des territoires, avec effectivement cette mission. Le gouvernement organise aujourd'hui le comité des signataires qui va se réunir début novembre à Paris. C'est-à-dire que l'ensemble des signataires seront présents à Matignon, qui sera effectivement une réunion pilotée par le Premier ministre et qui apportera un certain nombre de premières réponses à la préparation de ce référendum. Sur ce référendum, Philippe. Comment ça se présente justement ce référendum? Et quels sont les rapports de force? Qu'est-ce qu'on peut escompter? Je crois que la population kanak proportionnellement diminue dans l'ensemble de la population néo-calédonienne. C'est un signe encourageant vis-à-vis du référendum? Ou est-ce que vous craignez au contraire que la Nouvelle-Calédonie soit un peu rattrapée par un syndrome guyanais, c'est-à-dire des tensions sociales qui font que en fait, ça perturbe beaucoup la discussion sur l'autodétermination? L'important, c'est que le climat soit apaisé et qu'on prépare avec les élus de ce territoire, et notamment les signataires, ce référendum qui résulte de l'accord de Matignon. Ce référendum, il devra se faire avant la fin novembre. La date n'est pas aujourd'hui arrêtée. 2018, les débats que nous avons aujourd'hui au sein de ce comité des signataires, c'est à la fois la question de la liste électorale, qui va voter, la question de l'inscription d'office sur ces listes électorales, la question de la question, en fin de compte, quelle question sera posée, quels sont les termes de la question qui sera proposée, quelle est la date, quel est le rôle de l'ONU dans ce référendum, puisque les Nations Unies souhaitent s'y impliquer également. Nous avons tous ces débats aujourd'hui à mener. Il y a ce référendum qui est important et puis il y a la suite du référendum. Et si la mission de l'Assemblée nationale peut apporter quelque chose, c'est bien dans la préparation de cet après. C'est pas un peu compliqué en ce moment de travailler avec la Nouvelle-Calédonie, sachant que les querelles de personnes ne sont pas uniquement dans l'Hexagone, elles sont aussi sur place à Nouméa, puisqu'il y a un exécutif contesté qui expédie les affaires courantes actuellement et qui pose... Est-ce que Paris va se mêler de cette querelle pour essayer d'avoir un interlocuteur ? Paris échange avec tout le monde et Paris, début novembre, aura ici l'ensemble des signataires de l'accord de Matignon. Et c'est ensemble qu'on doit apporter des réponses. Et vous verrez à ce moment-là qu'il nous faut bien sûr débattre et sortir avec quelque chose qui soit porté par tous. C'est indispensable si on veut que ce référendum se passe dans les meilleures conditions. Et si on veut que pendant l'organisation de ce référendum, on puisse aussi dialoguer avec les jeunes. Vous savez, j'ai une particularité sur tous ces territoires, c'est que systématiquement, je rencontre aussi les nouvelles générations qui souvent n'ont pas connu ces événements et sont un peu perdus par rapport à cet accord de Matignon. Et pour certains, disent ne même pas souhaiter aller voter parce qu'ils n'ont pas compris les choses. Je crois qu'on a aussi tout ce rôle d'information qu'il faut faire aussi sur le territoire. Et pour ça, il faut qu'effectivement le climat soit apaisé. Information aussi au niveau national, parce qu'il manque. Pour vous, quelle doit être la question posée à ce référendum donc dans un an ? Vous savez, je ne poserai pas aujourd'hui, avant les réunions de début novembre, aucun terme de cette question, puisque nous devons la débattre ensemble. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les élus d'un territoire ou pour ceux qui font partie d'une concertation. Alors, si vous voulez bien, on va quitter la Nouvelle-Calédonie. D'une manière plus générale, il y a eu cette promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, la tenue des assises des Outre-mer, pour dessiner peut-être un avenir à ces territoires.
qui sont pour le moins en panne. Alors, vous les avez lancées, ces assises, des consultations qui devraient aboutir à la rédaction d'un livre au printemps 2018. Mais on a envie de se dire, vu le bilan des années du mandat précédent de François Hollande, où il ne s'est pas passé grand-chose sur ces territoires d'outre-mer, un nouveau livre, mais pour faire quoi ? C'est toujours la grande question. Et tous ceux qui ont connu les états généraux de l'outre-mer il y a 8-9 ans se disent toujours ce type d'exercice finit toujours par X mesures qui ne débouchent pas sur grand-chose. L'idée de ces assises de l'outre-mer voulues par le président de la République, c'est de mettre les territoires en mouvement. Si la France doit aujourd'hui connaître un certain nombre de transformations, de réformes, les territoires d'outre-mer ne peuvent pas être oubliés et doivent pouvoir se saisir de cette possibilité que leur donne le président de la République de se repenser autrement, de se repenser dans leur bassin maritime, de repenser leur économie et leur accompagnement, de comprendre aussi que nous devons porter ensemble avec les élus des territoires, les populations, les milieux économiques et le gouvernement un avenir différent, un projet différent, un modèle différent pour les territoires d'outre-mer. C'est mon grand défi, c'est pour ça que je suis venue, je crois honnêtement, que soit on relève ce défi-là, soit on apporte les réponses qu'il faut apporter pour que ces territoires connaissent un meilleur développement économique et donc une meilleure insertion, intégration des jeunes et qui soit véritablement le rayonnement de la France dans leur bassin maritime, soit on sait faire tout ça. Et je crois que ça peut être gagné pour l'avenir des territoires d'outre-mer. Soit on ne sait pas le faire, ou on n'arrive pas à le faire, et ce serait triste et catastrophique pour les territoires d'outre-mer. Un dernier point là-dessus, mais vous êtes donné des échéances, vous, pour réussir ? Oui, je me suis donné une année, c'est-à-dire l'organisation de ces assises sur les territoires jusqu'en janvier, la réponse sous forme d'outils et de financement à travers le livre bleu des Outre-mer qui va aller jusqu'en juin avec la loi de finances de 2019 qu'il nous faut préparer en septembre-octobre. Soit le pari il est gagné là et après on déroule sur les 4 années suivantes. Si le pari n'est pas gagné, soit il est loupé et j'aurais loupé ma mission. Donc je rentrerai chez moi. Vous l'admettez, la première fois qu'on vous a proposé le poste, vous avez un peu calé, vous ne vouliez pas y aller jusqu'à ce que Emmanuel Macron vous convainque. Qu'est-ce qu'il a dit pour vous convaincre? Qu'est-ce qui fait qu'avec lui, vous pensez arriver à quelque chose sur cette question? Alors d'abord, j'avais fait 3 ans de gouvernement et j'avais annoncé que j'allais rentrer chez moi et me consacrer à mon rôle de députée. Donc j'avais pris cet engagement. Déjà, c'était compliqué de revenir sur cet engagement avec une proposition du Premier ministre dans un premier temps qui n'était pas le ministère de l'Outre-mer, qui était « Est-ce que tu viens participer à une nouvelle équipe gouvernementale avec nous ?» Il n'y avait pas de précision sur l'outre-mer. Ce que le président de la République, effectivement, a confirmé, c'est le souhait que j'occupe ce type de poste et que j'accepte cette mission de préparer les assises de l'outre-mer et de porter un autre modèle ou une autre vision de ce que peut être l'outre-mer de demain. C'est ça, c'est le combat de toute ma vie. Soit je disais oui, soit j'arrêtais. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué de s'occuper des outre-mer sans s'occuper de la mer ? Et de la pêche en particulier. Je crois que vous auriez bien aimé avoir aussi ce portefeuille en main. Monsieur Nicolas Hulot a à tout prix voulu le conserver, d'après ce qu'on sait. C'est pas une frustration. Est-ce que vous risquez pas du coup de vous transformer toujours plus en une espèce de pompier de la République, susceptible d'aller éteindre des incendies partout aux 4 coins de la planète, mais c'est pas un peu frustrant votre job ? Je crois honnêtement que mettre les Outre-mer en évidence ça aurait pu être une réponse de ce que j'ai écrit il y a plus de 3 ans ou 4 ans. Un grand ministère de la mer et des Outre-mer, puisque la France a ce grand bassin ou cette étendue maritime, le 2e domaine, après les États-Unis, parce qu'il y a les territoires d'Outre-mer, et pour moi, c'était une vraie logique. Et là, on aurait vu davantage ce qu'était l'Outre-mer et ses richesses. C'est pas le choix qui avait été fait par François Hollande, à qui j'avais proposé effectivement ce défi. C'est pas le choix non plus qui a été fait par Emmanuel Macron. Par contre, j'avais insisté pour que j'ai à la fois l'Outre-mer et le rayonnement dans les bassins maritimes, c'est-à-dire faire de la coopération régionale et pouvoir porter cette coopération régionale, parce qu'il n'y a pas de réponse dans les territoires d'outre-mer si on n'a pas une véritable coopération, chacun dans son bassin, qu'on parle du Pacifique, de l'océan Indien ou des Caraïbes ou de l'Amérique du Nord en ce qui me concerne. Juste une petite insiste, mais Nicolas Hulot s'intéresse-t-il assez à l'outre-mer en l'occurrence ou pas? Nicolas Hulot s'intéresse à l'océan et s'intéresse aussi aux questions d'outre-mer. Nous avons ensemble travaillé sur un certain nombre de sujets. Nous apporterons un certain nombre de réponses ensemble dans le cadre des assises des outre-mer. Oui, c'est un passionné de la mer, bien évidemment.
effectivement, et je sais pouvoir le persuader d'un certain nombre de choses. Alors revenons dans l'Hexagone, Annick Girardin. Vous êtes la seule rescapée avec Jean-Yves Le Drian du quinquennat Hollande. Vous êtes élu radical de gauche. Depuis votre arrivée au gouvernement d'Édouard Philippe, vous avez à plusieurs occasions dit ou fait entendre vos divergences ou la nécessité, par exemple, de débattre sur certains points, comme la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Mardi dernier, les agents de la fonction publique ont battu le pavé dans toute la France. On écoute. Alors c'est qui les feignants? Soignants, administratifs, enseignants, tous dénoncent des salaires trop bas et des conditions de travail dégradées. Une aide-soignante qui débute sa carrière, elle est à 1 300 €. Vous trouvez ça normal? Avec les horaires atypiques, les contraintes, enfin, les conditions de travail qu'on nous offre aujourd'hui, vous trouvez ça normal? Et on est des nantis, on est des feignants, des extrêmes, des cyniques. Qui c'est qui travaille aujourd'hui? Vous allez réagir à ce petit document, mais si vous permettez, on vous écoute. C'était en mai 2016. Vous étiez à ce moment-là ministre de la fonction publique dans le gouvernement de Manuel Valls. Les fonctionnaires ne sont pas des fainéants. Les fonctionnaires travaillent. Ils travaillent souvent aussi plus de 35 heures. Le constat, effectivement, c'est que les fonctionnaires travaillent 1,4% de moins que les 35 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent 32 heures parce qu'ils travaillent de nuit, notamment dans le milieu hospitalier. Il y a aussi des policiers ou des gendarmes qui font d'autres types d'heures, qui ont des spécificités. Et c'est une reconnaissance quelquefois. Et puis, il y a aussi des abus ou une manière de manager qui s'est servi du temps de travail quelque part dans les négociations quelquefois salariales. Il faut revoir un certain nombre de choses. Philippe, sur la question de... On entend beaucoup ce mot de fainéant. On l'a même entendu d'ailleurs dans la bouche du président de la République. Vous trouvez que c'était une erreur de sa part ? Alors moi, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser ni caricaturer les fonctionnaires. On a des hommes, des femmes qui sont engagés au quotidien, qui font les services publics, qui mettent en place les services publics aux côtés des Français. Il faut les en remercier. En même temps, on fonctionne trop dans la fonction publique en silo. On a X ministères avec X directions des ressources humaines. On a aujourd'hui des inégalités dans la fonction publique. Il y a certains fonctionnaires qui font partie de ministères nobles et d'autres moins nobles. Tout ça doit être remis en question. Et le ministre, aujourd'hui, Darmanin, va lancer cette grande réflexion qui est indispensable des usagers, avec les fonctionnaires, pour préparer la fonction publique de demain. Elle ne peut pas ressembler à celle d'aujourd'hui. Il y a des services publics qui devront disparaître demain et d'autres qui devront être inventés. Réinventer la fonction publique, c'est indispensable. Annick Girardin, est-ce que la santé, les prisons, l'éducation sont des secteurs qui devraient être sanctuarisés d'une certaine façon, parce qu'ils sont déjà à flux tendu? Est-ce que les restrictions ne doivent pas épargner ces domaines-là? Vous savez, là, dernièrement, je crois que c'est 3000 créations d'emplois. C'est dans ces domaines qu'ils sont aujourd'hui faits. Donc, moi, j'évite de parler des fonctionnaires avec un coût et j'évite de parler des fonctionnaires en nombre. C'est une question de mission de service public. Et c'est ça qu'il faut redéfinir. Et ensuite, il faut donner les moyens à ces missions d'être réalisées le mieux possible ou de répondre aux véritables besoins des Français. C'est ça qu'il faut redéfinir. Et ce travail avec les usagers et les fonctionnaires, moi, je le trouve très important. Vous savez, j'avais dit aux syndicats, soit on est capable tous ensemble de réinventer cette fonction publique, soit un jour on va arriver à des limites parce que tout ne fonctionne pas non plus comme il faudrait. Annick Girardin, vous avez pu débattre avec le président sur la suppression des 120 000 postes de fonctionnaires? Nous avons évoqué cette question au Conseil des ministres. Nous le réévoquerons aussi puisque nous parlerons de ce il vous écoute, grande concertation. Mais je crois que tout le monde est écouté par le président de la République au sein du Conseil des ministres. C'est peut-être ce que j'aime beaucoup dans le travail que nous faisons tous ensemble, c'est ce travail collectif qu'on arrive à porter, que je n'avais pas senti avant. Et vraiment, moi, je n'ai pas de critique sur le gouvernement précédent. J'ai aussi bien avancé sur un certain nombre de dossiers et j'ai apprécié travailler avec François Hollande. Là, il y a une dynamique, il y a une cohésion différente. Combien de temps elle va durer? Moi, j'espère qu'elle le restera, mais elle est présente et le président de la République, comme le Premier ministre, y tiennent. L'ancien Premier ministre, M. Cazeneuve, considère que le gouvernement de M. Macron mène une politique qui n'est pas à gauche, qui est même à droite. C'est ce qu'il dit récemment là, dans les journaux. Je voulais savoir, pour vous, la politique menée n'est-elle pas assez à gauche, effectivement? En tant que femme de gauche, sur quel point aimeriez-vous voir des inflexions? Je crois que ce que les Français nous ont dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin de conduire le pays, pas tantôt à droite, tantôt à gauche, mais un peu comme
j'ai envie de le faire, moi, au quotidien, dans les territoires d'outre-mer. Répondant aux véritables besoins, répondant au monde de demain. On doit construire ce monde de demain. Les objectifs de développement durable dont je vous parlais tout à l'heure, les 17 objectifs, ça devrait être la seule ligne de conduite de la totalité d'un gouvernement. Et donc, c'est ce que nous allons construire. Et il y a des réponses qu'il nous faut apporter, qui sont des réponses de bon sens, qui viennent du territoire, qu'il nous faut apporter. Puis, il y a des décisions importantes qu'il nous faut prendre parce qu'on a des difficultés budgétaires qu'il nous faut régler. Pour rester concret, la baisse des emplois aidés, c'est une décision de bon sens, à votre avis? La baisse des emplois aidés est Vous avez été critique, hein, vous avez dit qu'elle n'avait pas été assez accompagnée. Moi, j'ai dit qu'elle a été brutale, je le redis. Pas assez accompagnée dans les territoires d'outre-mer. Tout à fait. Et vous avez obtenu, je ne sais pas comment vous avez obtenu cet arbitrage, mais la consolidation d'un certain nombre de ces emplois aidés en Martinique et à La Réunion. On a 23% de réussite d'insertion, d'intégration des jeunes qui sont passés par les contrats aidés. Ça veut dire que ce n'est pas efficace. Moi, j'ai besoin qu'on retrouve une efficacité dans tous les dispositifs d'État, dans tous les dispositifs publics. Et nos politiques publiques ont l'objet de répondre effectivement à des besoins, mais aussi d'être efficace. Et l'efficacité doit être toujours au cœur de nos évaluations. Ce n'est pas un dispositif efficace aujourd'hui. Ça ne veut pas dire effectivement que dans des territoires fragiles, puisqu'on a entendu l'ensemble des chiffres du chômage, de l'illettrisme ou de la pauvreté dans les territoires d'outre-mer, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des exceptions, qu'on ne doit pas accompagner le changement. Oui, qu'est-ce que et c'est ce qu'on a fait effectivement dans les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire qu'on ne descend pas brutalement le nombre de contrats aidés, on le descend petit à petit, et à côté on met en place à la fois les formations nécessaires à l'ensemble de ces jeunes pour qui on veut trouver des solutions et des réponses et qui puissent faire partie des travailleurs de demain dans les domaines qui leur conviennent ou pour répondre aux besoins des territoires. Ça veut dire aussi qu'on a un travail avec les collectivités et les associations qui sont les employeurs et qui ont sauté dans les contrats aidés parce qu'elles n'arrivaient pas à répondre. Donc il y a une exception outre-mer. Il y a une exception outre-mer parce que vous avez mené à peu près le même combat pour l'APL en demandant qu'il y ait certains secteurs qui soient épargnés et que la fameuse baisse des 5 euros ne s'applique pas dans les territoires. Sur les baisse 5 euros s'applique. C'est les autres réformes qui ne s'appliquent pas outre-mer qui ont été effectivement annoncées. Comment vous Parce qu'il y a des territoires spécifiques. Donc il y a des statuts d'exception. L'Europe parle de territoires isolés. Moi, j'ai beaucoup parlé, quand j'étais secrétaire d'État ou même à la fonction publique, de territoires isolés. Les territoires isolés pour la France, c'est quoi? C'est à la fois les territoires d'outre-mer, qui ont de très grandes difficultés, la montagne et les milieux ruraux. Et il faut qu'on accepte, pour répondre au retard de ces territoires, d'avoir des politiques qui sont différentes sur le terrain. Ça, Emmanuel Macron a dit il faut bousculer notre organisation, il faut accepter de remettre en cause un certain nombre de choses. Ben oui, il faut aujourd'hui se dire que territoire par territoire, il y a peut-être des réponses qui peuvent être différentes parce que les besoins sont différents. Pour l'instant, la dépense publique pour les territoires d'outre-mer, c'est même pas 1% du PIB français. Est-ce que vous pensez que c'est dérisoire, que ça mériterait d'être une bien meilleure proportion? Alors, d'abord, tout dépend ce qu'on prend en compte. Il y a le budget de l'outre-mer, bien sûr, mais il y a aussi l'ensemble des soutiens ou des dispositifs qui sont applicables en outre-mer et qui sont de droit commun. Et donc ça, c'est une chose dont il faut absolument rappeler l'existence, parce qu'on a tendance à regarder que le budget de l'outre-mer. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait le réflexe outre-mer. Qu'est-ce que j'appelle le réflexe outre-mer? C'est que chaque dispositif public, chaque ligne budgétaire, chaque loi pense systématiquement aux particularités de l'outre-mer, que les dispositifs puissent être regardés, est-ce qu'ils sont applicables ou pas, est-ce qu'on pourra les appliquer ou pas, est-ce qu'on répond aux besoins ou pas. Et c'est ça, ce réflexe outre-mer, qui aujourd'hui existe dans ce gouvernement. Chacun se pose les questions. Quand on parle logement, on a une réflexion spécifique entre deux ministres sur la question des territoires d'outre-mer. Quand on pense développement durable, on le fait. Quand on pense politique de santé, avec la ministre de la Santé, nous le faisons. Éducation, de la même manière. Chacun est aujourd'hui, par exemple. Tout à fait. Les accords de libre-échange. Vous savez, j'ai un peu travaillé sur les accords de libre-échange, notamment dans ce qui concernait mon territoire. Il faut qu'on se batte au niveau européen et davantage encore. Et le président de la République le fera, notamment la semaine prochaine en Guyane, puisque le sujet sera les RUP et que le président Juncker sera à nos côtés, de dire il y a des spécificités dans nos territoires d'outre-mer, ce qu'on appelle des régions ultrapériphériques ou des PTOM, des pays associés à l'Europe. Il faut qu'on puisse les faire entendre davantage au niveau européen, qui est totalement autiste sur ces questions, puisqu'il y a quand même peu de pays européens qui ont des territoires. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci Annick Girardin d'avoir accepté notre invitation. Merci Sophie, merci Philippe et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain.